Voilà. Ça a l'air bon pour tout le monde. Vous avez pu récupérer je vais y arriver, le polycopier en PDF sur Community. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous rappeler certaines choses et vous montrer d'autres choses sur quelque chose qui est très 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 basique, mais qui sert très souvent en mécanique. C'est l'accouplement permanent entre des arbres. D'accord? Donc, je vais juste aller fermer la porte pour être tranquille. Voilà. Je vais faire un tout petit rappel de mise en situation et des objectifs d'un accouplement. Avant de faire quand même ce qui est fondamental, c'est l'étude du couple à transmettre, pardon, pour être au plus près de la réalité. Et puis après, on fera des exemples technologiques dans deux cas différents, les arbres sensiblement coaxiaux et les arbres non alignés. Donc, pour rappel, le principe d'un accouplement permanent entre deux arbres, c'est tout simplement de transmettre la puissance mécanique entre une machine motrice et une machine réceptrice. Dans, on va dire, 99,999% des cas, c'est quand même un mouvement de rotation, parce que les moteurs sont beaucoup plus en rotation qu'en translation. D'accord? Et donc, on parle de l'arbre de la machine motrice, de l'arbre de la machine réceptrice, et du système mécanique que vous allez trouver entre les deux ici, et qui est l'accouplement. D'accord? Alors, première remarque importante, c'est que les bouts d'arbre des organes émetteurs et récepteurs sont généralement normalisés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas faits n'importe comment à la guise du constructeur. D'accord? Donc, pour vous donner une idée, j'ai essayé de mettre un schéma de synthèse en dessous. C'est que vous avez deux types de bouts d'arbre, les bouts d'arbre cylindriques ou coniques. Pour chacun des deux, vous avez deux séries, une série longue et une série courte. Vous pouvez avoir des bouts d'arbre avec ou sans clavetage et soit filetés, soit taraudés, soit lisses. D'accord? Donc là, clairement, on vous illustre une série longue cylindrique, une série courte cylindrique, sans rien. Une série longue et une série courte conique avec un taraudage. Et une série longue et une série courte conique avec, là c'était un filetage, et là c'est un taraudage. Et à chaque fois, sur chacun de ces bouts d'arbre, vous pouvez ajouter ou enlever une rainure de clavette. D'accord? Donc, ici je vous ai mis quelques photos, très classiques, vous voyez. Un bout d'arbre de moteur électrique, là vous avez série longue, clavette, trou taraudé. Là, sur une pompe hydraulique, vous avez conique, clavette, filetage. Là, sur un motoréducteur, vous avez arbre creux, clavette. Ici, sur un moteur hydraulique, vous avez arbre cannelure. Et là, vous avez arbre creux, cannelure. Bon, on mélange un petit peu tout ça, etc. Sachez bien que je vais y revenir après, mais tout est normalisé. Le bout d'arbre, la clavette qui va dessus, les cannelures qui vont dessus. D'accord? Donc là, j'ai repris un tout petit peu le GDI, mais normalement vous l'avez tous. D'accord? Donc pour vous donner une idée, quand on dit bout d'arbre cylindrique normalisé, ça veut dire quoi? Qu'en fonction du diamètre du bout d'arbre, si je prends un bout d'arbre diamètre 16, on vous dit que s'il y a un trou taraudé, c'est du M5. La profondeur du trou à ce moment-là est de 13 mm.
La longueur de la série longue, c'est 40 et la longueur de la série courte, c'est 28. Normalement, vous voyez, la tolérance du bout d'arbre est aussi imposée. On ne parle pas encore de la clavette, qui peut être présente ou pas. D'accord? Si je pars sur les bouts d'arbre coniques, c'est exactement la même philosophie. C'est-à-dire que, en fonction du diamètre, si je reprends un 16, ben tiens, on retrouve le même trou taraudé. OK? Ou, cette fois-là, le bout fileté. Vous voyez, ce n'est pas le même M, ça paraît logique. Hein. La profondeur du trou, les caractéristiques du cône pour la série longue, les caractéristiques du cône pour la série courte. Et vous voyez qu'on travaille ici avec J, hein, qui vous donne à une distance donnée du bout du cône la taille du cône. C'est ce qu'on appelle le plan de jauge. Et on vous donne ici la conicité hein, normalisée à 1/10. Et sur ces cônes-là, on y rajoute une clavette ou pas. Alors quel est l'intérêt d'avoir un bout conique hein? Je vous rappelle juste, ben, c'est que on centre mieux. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de jeu dans le centrage du tout, quoi qu'il arrive. Et si vous mettez une conicité relativement faible, vous êtes capable déjà, par adhérence, de transmettre un couple premier. Inconvénient majeur, hein, c'est que par contre, c'est plus compliqué, entre guillemets, à usiner. D'accord? Donc, si l'on arrive un tout petit peu plus loin, ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est les clavettes, par rapport à ça. Donc, si vous regardez, ben, elles, elles sont toutes normalisées. Hein. Vous avez les formes A, B et C, en fonction de comment on a taillé la rainure à l'intérieur, des choses comme ça. Et pour un diamètre d'arbre donné, si je reprends mon diamètre d'arbre 16, eh bien, vous retombez sur une clavette obligatoirement de 5,5. D'accord? Si vous regardez partout, la seule chose qui n'est pas donnée, c'est la longueur de la clavette. Ça veut dire que la longueur de la clavette et de sa rainure vont dépendre de quoi, à votre avis? Ben, du couple à transmettre. Plus vous aurez de couple à transmettre, et plus il vous faudra une clavette longue pour être capable d'encaisser l'effort généré par le couple et de ne pas être maté, c'est-à-dire de ne pas avoir une pression de contact trop importante. On reviendra là-dessus en TD, mais déjà, il faut s'en rendre compte. C'est pour ça que dans tout ce qui est normalisé, tout est normalisé, sauf les longueurs. Si une clavette ne suffit pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre 2 clavettes. Et si 2 clavettes ne suffisent pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre des cannelures. J'ai pas compris votre question, Monsieur Choureau, long ou large. Ah, d'accord, j'ai rien dit. Ok. Si vous avez rien dit, ça me va. D'accord. Et ici, à chaque fois, hein, je l'ai remis parce que ben, la désignation est aussi normalisée. Hein. Donc, on vous dit forme A, B ou C. A, petit a. Donc, petit a, c'est sa largeur. B, c'est sa hauteur. Et L, c'est sa longueur. Et donc, si vous regardez partout, ben, L n'est jamais, jamais, jamais donné. Ça veut dire qu'on peut avoir des clavettes de longueur variable autant qu'on en a besoin. D'accord? Donc, une fois qu'on sait qu'on a des bouts d'arbres normalisés, eh ben, on veut transmettre la puissance entre 2 de ces bouts d'arbres. D'accord? Donc, il faut transmettre une puissance qui se ramène à couple et vitesse de rotation entre 2 arbres d'une transmission de puissance. Bien évidemment, il faut être capable de s'adapter aux formes de ces derniers, mais il faut aussi ne pas perturber les liaisons internes des 2 arbres, des 2 machines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que côté moteur, par exemple, ben, votre arbre moteur, il est guidé par 2 roulements. Côté récepteur, il est sans doute aussi guidé par 2 roulements. Si vous mettez un accouplement qui génère trop d'efforts parasites, on reviendra à ça en TD aussi sur des calculs, et je vais leur expliquer après, mais ces efforts parasites, ce sont les roulements de l'arbre moteur et de l'arbre récepteur qui va être obligé de les encaisser. Et si ces efforts parasites deviennent trop importants, eh ça va abîmer fortement le guidage en rotation des 2 arbres, et ça, ce n'est pas souhaitable. D'accord? Alors, on retrouve bien évidemment 2 cas de figure principaux.
le cas des arbres sensiblement coaxiaux. Donc vous avez l'arbre de moteur et récepteur qui sont, entre guillemets, quasiment alignés. Et dans ce cas-là, on va utiliser, au sens technique du terme, un accouplement rigide ou élastique. Je vous en ai mis 3 en photo, on y reviendra après. Soit vous êtes sûr que vos arbres sont concourants ou inclinés, hein, c'est la figure qui est là, et vous êtes obligé d'utiliser ce qu'on appelle un joint de transmission ou joint de cardan. C'est-à-dire quelque chose qui va être capable de transmettre la puissance entre deux arbres qui ne sont pas alignés ou qui sont inclinés. D'accord? Dans tous les cas de figure, il est fondamental d'évaluer la grandeur qui va nous servir tout le temps pour dimensionner, c'est le couple à transmettre. D'accord? L'approche que je vous présente ici est l'approche, on va dire, la plus simple et qui peut toujours servir dans un premier temps. L'idée, c'est de se dire, on est en fonctionnement stationnaire permanent, mon moteur tourne à la bonne vitesse, mon système travaille de manière continue et stationnaire, et donc je vais pouvoir déterminer le couple nominal théorique à transmettre à partir de la puissance. Hein? Pourquoi? Ma machine motrice, je connais forcément sa puissance nominale, sa vitesse de rotation nominale, d'accord? Ça envoie la puissance nominale dans la machine et quelle est la valeur du couple nominal théorique. Donc, on se place dans le cadre du régime stationnaire permanent, durant lequel la machine motrice fournit toute sa puissance disponible à une vitesse de rotation constante. Et là, clairement, on ressort la formule que vous connaissez tous, P égale C oméga, où C nominal théorique égale P nominal sur oméga nominal. D'accord? Je voulais juste transformer en tours par minute, parce que ça peut servir. Hein. Il y a un 30-10 puissance 3 sur pi qui apparaît. Avec P en kilowatts, parce qu'on est souvent en kilowatts. D'accord? Alors ça, c'est une approche facile, rapide, efficace, mais il y a l'inconvénient majeur de ne pas prendre en compte les inerties des pièces à entraîner et par conséquent les phases d'accélération et décélération. D'accord? En gros, là, on a fait un PFS et on est en train de se dire que on n'a pas fait la partie dynamique. Qu'est-ce que ça change quand on tourne? Je vous rappelle juste que le couple, c'est J θ point point. Donc, si on veut tenir compte des inerties et des accélérations θ point point et des inerties J pour calculer le couple, il faut faire l'équivalent d'un PFD. D'accord? Donc, approche numéro 2, hein, c'est l'approche plus rapprochée de la réalité, on va dire. Hein, application du PFD pour tenir compte de l'inertie des pièces en mouvement et des phases d'accélération-décélération. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On applique le théorème du moment dynamique sur l'arbre moteur. Donc, le couple moteur moins le couple transmis est égal à l'inertie de l'arbre moteur fois son accélération. Et sur l'arbre récepteur, le couple transmis moins le couple récepteur est égal à l'inertie de l'arbre récepteur fois son accélération. Nous, en conception, hein, on fait souvent du prédimensionnement ou du dimensionnement préliminaire, c'est-à-dire que beaucoup des fonctions d'entrée de mes équations ne vont pas être connues. Pourquoi? L'inertie de l'arbre moteur, ça c'est assez simple. Son accélération, par contre, je ne sais pas trop ce qui va se passer. L'inertie de l'arbre récepteur, ça dépend ce qu'on branche derrière et ce qu'on est en train de concevoir. Et l'accélération de l'arbre récepteur, c'est pareil. D'accord? Donc ça veut dire que souvent, résoudre ce couple d'équations pour trouver le couple transmis n'est pas simple et demande des calculs importants. Je n'ai pas dit qu'on ne le ferait pas, hein, on va en faire au S4 sur les embrayages, sur le dimensionnement d'embrayage, où c'est encore plus fondamental. Mais il n'empêche que pour l'instant, on va se servir de solutions constructeurs qui sont expliquées juste en dessous. C'est-à-dire que pour tenir compte de tous les phénomènes dynamiques,
les concepteurs d'accouplement ont mis en place des coefficients correcteurs expérimentaux qu'ils ont généralement appelés K1, K2, K3. Vous prenez votre couple moteur, qu'on a calculé avant, votre couple nominal, vous le multipliez par des coefficients correcteurs, et vous obtenez, en théorie, le couple réel transmis. D'où sortent ces coefficients correcteurs? Alors en fait, il faut aller voir ici l'approche constructeur. Alors j'ai pris le document Polstra parce que c'est sans doute le plus complet là-dessus. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on part de la puissance nominale à transmettre. C'est ce que je vous ai expliqué dans l'approche 1. Et on en déduit le couple nominal à transmettre. D'accord? Si on connaît le couple nominal à transmettre, on peut aller déterminer directement le couple nominal mini à choisir, à condition, c'est ce que j'ai entouré ici, de prendre en compte des coefficients de sécurité. C'est les fameux K1, K2, K3 qui corrigent le couple. Pour tenir compte de ces coefficients de sécurité, il va y avoir une chose très importante, c'est l'irrégularité du couple. Clairement, si vous mettez un accouplement qui entraîne une pompe hydraulique qui tourne à vitesse constante avec à peu près la même charge tout le temps, l'accouplement il ne va pas être sollicité de la même manière qu'un accouplement qu'on pourrait mettre, vous savez, sur le concasseur qu'on avait calculé pour casser les pierres en transmission de puissance poulie. Là, il va être beaucoup plus sollicité. D'accord? Une fois, malgré tout, qu'on a trouvé ces coefficients de sécurité, on peut aller calculer le couple minimal à choisir, et en connaissant la vitesse de rotation, plus le couple minimal à transmettre, on peut faire une présélection de l'accouplement. Et une fois qu'on a fait une présélection de l'accouplement, on peut aller voir les problèmes de désalignement et décalage, les problèmes de dimension des accouplements qu'on a préchoisis, de l'ambiance de température et des agents extérieurs, et enfin, corriger un petit peu cette présélection par les éléments extérieurs pour déterminer l'accouplement final. D'accord? Donc, avant de vous lancer dans un calcul comme ça, quoi qu'il arrive, les données à connaître sont le couple nominal à transmettre, d'accord? Le couple nominal de l'accouplement qu'on est en train de choisir, quelles sont ses rigidités, quels sont les désalignements ou les décalages que l'on peut avoir, quelle est la place que je peux avoir, et quelles sont les ambiances et les températures de travail. Même si le dernier est sans doute le moins important. D'accord? Comment on fait ensuite, une fois qu'on a notre cahier des charges qui est fixé? Eh bien, on va aller, on connaît donc ça, on connaît ça, et on veut arriver là, on a besoin de trouver les coefficients de sécurité. Donc, pour la détermination du couple nominal de l'accouplement, il y a lieu de tenir compte des irrégularités du couple dues au type de machine motrice et réceptrice, K1, des fréquences de démarrage, K2, et du nombre d'heures de fonctionnement par jour, K3. Et ce que je vous dis en dessous, le produit K de ces trois coefficients, K1, K2, K3, est appelé coefficient de sécurité ou facteur de charge. C'est exactement comme sur les courroies. Un coefficient de sécurité surabondant est à éviter car il conduit à choisir un accouplement surdimensionné et malheureusement trop raide. Et vous allez voir qu'être trop rigide peut poser des problèmes. Notamment, on fera un calcul là-dessus en TD. D'accord? Donc là, je vous ai mis, mais on le retrouvera exactement en TD, un diagramme pour calculer le couple nominal. D'accord? Vous voyez quelles sont les données d'entrée, la puissance nominale à transmettre et la vitesse de rotation. Une fois qu'on connaît les deux, on trace une droite entre les deux. On le refera en TD. On trouve le couple à transmettre. On trace une droite horizontale. Soit on est dans le K1, soit on est dans le K2. Et dans le K1, ça nous dit qu'il faut des Juboflex. Et dans le K2, ça nous dit qu'on peut prendre des MPP, des Juboflex ou des Starflex. D'accord? Bon. Ça, c'est un exemple pour un constructeur. Et derrière, je vous donne ici les trois tableaux pour calculer K1, K2 et K3. Et ce qu'on peut voir,
Si on a une machine réceptrice très régulière avec un moteur électrique, ben on est à 1. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de sécurité supplémentaire. Par contre, si vous êtes dans une machine très irrégulière à forte inertie, avec des à-coups très fréquents, plus un moteur thermique à faible nombre de cylindres, donc qui donne des à-coups, ben là, on vous dit de mettre un coefficient K1 de 3,3. Ça veut dire qu'il va falloir tripler le couple nominal à transmettre. D'accord? Ensuite, K2 pour la fréquence des démarrages. D'accord? Donc là, vous voyez ici, on est à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici, en fonction du cas 1, 2, 3, 4, 5 et 6, nombre de démarrages par heure. Ben, si on démarre qu'une fois, on ne touche à rien. On laisse à 1. Par contre, si on démarre, vous voyez, toutes les 30 secondes, eh bien, on peut avoir besoin de multiplier par 1,6 par exemple. Ensuite, K3, pour le nombre d'heures de fonctionnement par jour. Ben, vous voyez, si on travaille moins de 2 heures par jour, on peut minimiser le coefficient avec un 0,9. Et si on travaille 24 heures sur 24, ben, il faut multiplier par 1,2. Bref, une fois qu'on a trouvé nos 3 coefficients, on fait le produit des 3 et on a notre facteur de charge, notre coefficient de sécurité pour choisir notre accouplement. D'accord? Alors, on passe maintenant au cas des arbres sensiblement coaxiaux. Ça veut dire que, je vous rappelle juste, on a 2 arbres sur la poulie motrice et réceptrice qui sont alignés, ou sensiblement alignés. D'accord? Alors, on a tout de suite un problème d'hyperstatisme. Pourquoi? En fait, vous avez un système à 4 liaisons entre 4 pièces. Quelles sont mes 4 pièces? Le bâti, l'arbre moteur, l'arbre récepteur et l'accouplement. D'accord? Je fais une pivot entre le bâti et l'arbre moteur. Je fais une pivot entre le bâti et l'arbre récepteur. Je fais un encastrement entre l'arbre récepteur et l'accouplement. Et je fais un autre encastrement entre l'arbre moteur et l'accouplement. D'accord? Et là, ben, je vais aller calculer le degré d'hyperstatisme. Donc là-dessus, rien de très compliqué. On reprend la formule vue en première année. Le degré d'hyperstatisme, c'est le nombre d'inconnus statiques moins 6 fois le nombre de pièces moins le bâti, plus les mobilités. On va tout de suite régler le cas des mobilités. À la fin, il reste une rotation de l'ensemble. Donc j'ai une mobilité égale à 1. Le nombre de pièces, j'ai dit qu'il y en avait 4, donc ça fait du 4 moins 1 ici. Et le nombre d'inconnus, une pivot à 5 inconnus statiques. 2 pivots, ça fait 10 inconnus statiques. Plus un encastrement, plus 6, donc 16. Et un deuxième encastrement, plus 6. Donc je reviens à 5 plus 5 plus 6 plus 6, ça fait 22. Si je calcule tout ça, 22 moins 18 plus 1 égale 5. Le système est hyperstatique d'ordre 5, ce qui est beaucoup. Alors, si on veut ramener ça à une explication technique sans les calculs, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pourriez très bien enlever cette pivot ici. Pourquoi? Vous avez le bâti qui guide en pivot l'arbre moteur, qui encastre l'accouplement, qui encastre l'arbre récepteur. Donc, par cette chaîne-là, ouverte, du bas, vous avez bien l'arbre récepteur qui est en pivot par rapport au bâti. Mais vous lui dites, par une liaison qu'il a directement, d'être lui-même en pivot. Donc en fait, il existe 2 liaisons pivots pour guider une seule classe d'équivalence par rapport au bâti. De là, cela fait une liaison pivot de trop. D'où la notion de hyperstatique d'ordre 5. D'accord? Donc ça nous implique quoi? Qui dit hyperstatique dit rigidité et déformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement sur mon tableau ici que quand vous allez vouloir positionner en translation le moteur par rapport au récepteur et positionner en orientation le moteur par rapport au récepteur,
eh bien, vous allez avoir des problèmes. Pourquoi est-ce qu'on va avoir des problèmes? Ben, vu qu'on est tout positionné avec une pivot, quand vous allez en mettre une deuxième, par exemple, en translation sur X, ben vous allez imposer une deuxième position sur X. D'accord? Si je fais un dessin, ici, pour bien expliquer, j'ai mon moteur avec son arbre et j'ai mon récepteur avec son arbre. D'accord? Et je veux relier ici les deux par l'accouplement. D'accord? Donc ici, je vais mettre entre les deux une boîte. OK? D'un point de vue cinématique, qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner un arbre ici, un arbre ici, tous les deux vont être en pivot par rapport au bâti. D'accord? Et ici, par rapport à une autre classe d'équivalence au départ, qui est mon accouplement, d'accord? Je vais aller créer, alors c'est pas normalisé, hein, mais un encastrement. Et ici, un encastrement. Il est trop bien écrit. D'accord? Donc on se rend bien compte que si on a nos encastrements, eh bien, on a ici, entre parenthèses, pivot en trop. D'où H égale 5. OK? Et du coup, quand vous allez vouloir aligner vos, monter techniquement vos systèmes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faut imaginer des défauts de partout. Ça veut dire que l'arbre 1, il va être comme ça. L'arbre 2, il va être comme ça. Donc forcément, et encore c'est pas sûr, ils vont avoir un point d'intersection, ici. D'accord? Et vous allez vouloir loger entre les deux un système qui s'encastre ici et s'encastre ici. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez forcer les arbres à être en X à une certaine position, alors qu'au départ, eh bien, on pouvait les imaginer comme ça. D'accord? Donc en gros, ici, il y avait un delta X qui se traduit après accouplement par un Fx. De la même manière, deuxième chose, vos arbres étaient comme ça. D'accord? Donc vous aviez ici un delta Y qui, une fois accouplé, va disparaître et qui donc va vous générer un effort Y entre les deux arbres. Et la troisième chose,
c'est que vos arbres avaient un défaut d'alignement. D'accord? Et que du coup, après montage, ben là aussi, ils sont alignés. Et du coup, le défaut angulaire va se traduire par un moment suivant Z pour encaisser. Donc, si je reviens, sans que ça bouge trop, à mon PowerPoint, qu'est-ce qu'on vous dit? Que suivant X, eh bien, on va pouvoir et on va générer une contrainte d'alignement fx liée à la rigidité axiale de l'accouplement. Suivant y et z, on en génère deux autres, mais qu'on ramène à une rigidité radiale. En rotation, suivant x, bah, c'est la mobilité utile. Donc, on va tordre l'accouplement. On lui fait de la torsion. Ça peut gêner des vibrations, mais ce n'est pas très gênant par rapport à l'hyperstatisme. Et en y et en z, on va créer là aussi des couples qui vont générer une rigidité angulaire ou conique. Donc, si vous regardez en bas, sur le schéma d'illustration, on parle de rigidité torsionnelle. C'est quelle est la rigidité quand je veux tordre mon accouplement. Rigidité radiale, quand vous voulez un déplacement Y, ça génère une force Fy. Rigidité axiale, quand vous voulez un déplacement en X, ça génère une force en X. Et rigidité conique, quand vous voulez un désalignement alpha, ça vous génère un couple de désalignement C alpha. Et bien évidemment, ces valeurs d'action mécanique sont à encaisser, quoi qu'il arrive, par les arbres de la machine motrice et de la machine réceptrice. Donc, si ces valeurs deviennent trop importantes, on va les détériorer, les guidages en rotation du moteur et du récepteur. Donc, pour vous donner une idée, en plus, on ne peut pas faire n'importe quoi, bien évidemment. Donc ça veut dire quoi? Que, l'accouplement doit tout le temps résister au couple qui est transmis, ainsi qu'à ces fluctuations qu'il doit s'efforcer d'atténuer. Donc ici, vous avez un premier graphe où je vous ai mis un accouplement élastique pour une gamme de petite puissance, vous voyez, de 100 watts à 20 kW. Et ici, pour une gamme de forte puissance, entre 1 kW et 300 kW. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Plus on veut tourner vite, ou plus on veut transmettre de la puissance, et plus il va falloir prendre un accouplement important, ça paraît logique, exactement ici de la même manière. D'accord? Et si vous regardez, pourquoi plus je tourne vite et plus je peux monter en puissance, c'est qu'en fait, on est limité en couple. Et vu qu'on est limité en couple, plus je tourne vite et plus je peux transmettre de la puissance. D'accord? Et à l'inverse, c'est la page suivante. Voilà. Bien évidemment, votre accouplement doit bénéficier de mobilité ou rigidité interne qui vont autoriser tous les défauts d'alignement des arbres moteurs et récepteurs. Ça veut dire quoi? Si je prends l'accouplement pour petite puissance, vous avez droit à un désalignement conique, moins vous tournez vite. C'est-à-dire que si vous tournez à des vitesses très faibles, il va autoriser 4 degrés de désalignement. Par contre, plus vous allez tout vouloir tourner vite, et plus il va falloir que ce désalignement soit faible. Vous voyez, il tombe à quasiment 0,5 degrés. Et pour une forte puissance, c'est exactement la même chose. À part que les vitesses sont plus faibles. C'est-à-dire que lui, on va pouvoir monter à 8000 tours, lui, à 4000, ça va être la limite. D'accord? Et en termes de désalignement radial, d'accord, en fonction du couple nominal à transmettre, on vous dit qu'ici, on va autoriser 0,15 mm jusqu'à 1 mm. Ici, on va autoriser 0,7 mm
jusqu'à 2,4 mm. Petite chose, par contre, c'est que plus vous avez du couple à transmettre, et plus on va autoriser un désalignement important. Ce qui va à l'inverse de l'autre. Du coup, c'est ce que je vous disais, hein, il peut être nécessaire de calculer les actions mécaniques générées par les défauts d'alignement à partir des rigidités pour tout simplement être capable de dimensionner les liaisons. Donc là, c'est l'inverse de tout à l'heure. Ça veut dire qu'on sait par exemple qu'on va avoir un défaut en Y de 2 mm. Je vais chercher la rigidité radiale de mon accouplement. Je lui impose une déformation de 2 mm et il va me donner le FY généré à partir de la formule qui est là. FY égale K fois Y. Et donc ce FY-là, je vais l'intégrer en action mécanique pour voir ce qui se passe dans les roulements. On fera un TD là-dessus aussi. Donc vous regardez ici, hein, accessoirement, petite gamme, vous avez des rigidités radiales de 2 à 12, alors qu'ici vous êtes plutôt de 20 à 30, 10 fois plus. Rigidité conique de 5 10-3 à 3 10-4, et ici vous êtes de 4 10-2, pardon, ici 10-2, à 5 10-1. Ça veut dire que plus l'accouplement est gros, ça paraît logique, hein, plus il va être rigide. Donc, pour les arbres sensiblement coaxiaux, si on est sûr qu'il va y avoir du défaut, et généralement, vu que le monde n'est pas parfait, il y a des défauts, on va toujours, ou très souvent, préférer utiliser des accouplements dits élastiques. Pourquoi ? Un accouplement élastique possède toujours, à des degrés divers en fonction de son type, sa structure et son dimensionnement, des possibilités de déformation suivant les 4 modes qu'on a vus, axial, radial, conique et torsionnel, pour chacun desquels on définit une rigidité, c'est ce qu'on a vu. Et ces rigidités conditionnent les réactions de l'accouplement lorsqu'on lui impose les différentes déformations possibles liées au défaut. D'accord ? Alors, une chose évidente, hein, il est évident qu'un accouplement accepte d'autant mieux les défauts d'alignement que sa souplesse est grande, rigidité faible. Avec des accouplements élastiques, les lignages d'arbres, c'est-à-dire l'alignement ou le préalignement des arbres, ne sont plus des opérations de haute précision comme avec les accouplements rigides. Donc c'est ça l'intérêt. On laisse un défaut entre le moteur et le récepteur. Si l'accouplement il est élastique, il va compenser. D'accord ? Alors bien entendu, les réactions élastiques de l'accouplement qui se répercutent sur les arbres et les paliers des moteurs et récepteurs sont proportionnelles aux amplitudes des désalignements. Donc on va quand même essayer de les minimiser. Mais ils peuvent rester. Donc, dans beaucoup de cas, je vous conseille d'utiliser des accouplements dits élastiques. D'accord ? Alors maintenant, on passe aux exemples. D'accord ? Et on voit ce qui se passe. Donc, je prends un accouplement dit complètement rigide. Ça, en fait, ce qui est entre guillemets bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Ça veut dire quoi ? En gros, c'est vous prenez un tube qui va aller se manchonner dans les 2 arbres. Soit vous lui mettez un manchon par goupille, soit par clavetage, et vous transmettez la puissance. Donc dans ce cas-là, la principale chose à dimensionner, c'est la goupille ou la longueur de la clavette. On y reviendra en TD. Et là, vous avez votre manchon classique. D'accord ? Vous pouvez aussi en acheter des démontables en demi-coquille qui s'ouvrent. L'intérêt dans ce cas-là, c'est que pour pouvoir désaccoupler l'arbre et le moteur, vous n'avez aucun des deux à démonter, vous avez juste à ouvrir l'accouplement. Alors pour répondre à Monsieur Choureau, oui et non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, ça va diminuer sa durée de vie, clairement, mais c'est ce que je vous montrais dans les transparents avant. Si vous respectez ici les valeurs maximales du constructeur, là, en termes de désalignement conique et de désalignement radial,
eh ben, les durées de vie ne seront normalement pas impactées. On va dire l'accouplement va fonctionner dans sa gamme de fonctionnement autorisée. Par contre, si vous lui mettez 10 degrés de défaut, vous allez arriver à le monter, mais un, il ne va pas durer longtemps du tout, et deux, il va créer des efforts énormes dans les liaisons des arbres. C'est pas grave. Alors, monsieur Michel, vous avez raison. On peut envisager, je ne l'ai pas marqué, mais de mettre une vis de pression. Alors, ce que j'aime pas trop avec les vis de pression, c'est que c'est difficile, c'est même quasiment indimensionnable, d'accord? Parce qu'on travaille par adhérence sur un truc qui sert, bon, et que ça ne sera à utiliser que dans le cas de très très faibles couples à transmettre. Donc pour moi, on va dire que ce n'est pas une solution de transmission de puissance. Mais sur un tout petit arbre qui a un éplat, moteur pas à pas par exemple, ça peut très bien fonctionner. OK? Donc pensez bien à cette petite solution. Ici, j'ai mis la photo exprès. C'est que le démontable peut avoir certaines facilités si vous avez souvent de l'entretien à faire en désaccouplant le moteur de la machine derrière. Ça peut être un élément de sécurité. D'accord? Alors, deuxième type, toujours rigide. Cette fois-ci, on va les acheter. Le manchon à bride, ça veut dire quoi? Vous fixez une première pièce sur le moteur, centrage, clavette, appui-plan, une deuxième pièce sur l'arbre récepteur de la même manière, et vous venez joindre les deux ensemble par une bride et des vis. D'accord? Donc là, c'est entre guillemets relativement simple à faire. D'accord? Par contre, c'est très volumineux et là, vous transmettez le couple et ça devient très très rigide. D'accord? Petite remarque, très souvent, pour relier à l'arbre, plutôt que de faire manchon clavette, on va utiliser des assembleurs expansibles. Je vais répondre à M. Devienne. Je finis juste ce transparent-là et je vous explique le désalignement conique. D'accord? Donc ici, si vous regardez un constructeur, qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous propose deux brides fixées par des vis et dans chacune des brides, des assembleurs expansibles. Donc c'est quoi le principe? C'est des pièces déformables et quand vous venez les serrer, elles diminuent en diamètre, elles viennent se serrer sur l'arbre, un petit peu comme pour faire du frettage. D'accord? Et la solution compacte de ça, c'est la manchon expansible biconique. Donc vous avez une pièce bleue biconique déformable. Vous venez mettre un cône femelle d'un côté, un cône femelle de l'autre côté, et vous venez serrer l'un contre l'autre pour écraser le manchon biconique sur les arbres et faire que tout se transmette par adhérence. D'accord? Donc pour revenir à la question de M. Devienne, je vais refaire un schéma. Vous faites bien de poser la question. C'est quoi le désalignement conique? C'est le fait que si je dessine un moteur, avec son arme, d'accord? Ici, il est fixé. Et de l'autre côté, un récepteur. Avec son arme. D'accord? Alors, généralement, ils sont reliés par un bâti. OK? Et ici, j'ai volontairement fait un défaut du bâti. D'accord? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si je prends mon arbre émetteur, il a un axe ici, et mon arbre récepteur a un axe ici. D'accord?
Et dans cette zone-là, va venir mon accouplement. OK? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte qu'on a un delta radial, d'accord? Et en plus, si je le prolonge, entre les deux ici, en termes d'angle, on a un delta angulaire. D'accord? Pour vous donner une idée de chiffre, delta radial, ben, ça peut être 0,3 mm. C'est pas beaucoup, hein, mais. Et delta angulaire, ben, ça peut être 0,5 degrés. D'accord? Alors ça peut être lié à un tas de choses, mais ça peut être lié ben, notamment à un défaut du bâti. Tout simplement parce que ben, le bâti peut être en deux morceaux. D'accord? Qui ont besoin d'être vissés entre eux. OK? Et du coup, juste pour finir, hein, que ce soit bien clair pour tout le monde, une fois que vous avez votre delta angulaire, alors je finis ma phrase et je réponds à votre question, monsieur Devienne. Une fois que vous avez votre delta angulaire, ou delta conique, hein, égale delta angulaire, je prends ma formule et je sais que c'est le moment conique divisé par la raideur conique. D'accord? Et donc j'en déduis par exemple que le moment du défaut conique va être égal à delta conique multiplié par la raideur conique. D'accord? Et donc là, bah, je connais mon 0,5 degré. Je connais ma raideur qui vaut par exemple 520 newtons par degré. OK? Et j'en déduis que je vais avoir un couple ici à 260 newton-mètre. D'accord? Ça veut dire que là, entre les deux, ici, je vais générer au centre de l'accouplement, d'accord, un moment de l'arbre 2 sur l'arbre 1 qui vaut, mine de rien, 260 newton-mètre. D'accord? Et ça, ben, c'est mes petits roulements-là. Et mes petits roulements-là qui vont être obligés de l'encaisser. OK? Et pour bien illustrer, ça fait de la flexion sur les arbres. Hein. OK? Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'hyperstatisme? Comment vous dire ça simplement? C'est que si votre accouplement était isostatique, d'accord, il n'y aurait pas de contraintes d'action mécanique liées au problème de défaut d'alignement
et au défaut radio et que tout irait bien. Je fais un dessin. Je vais appeler ça rigidité et hyperstatisme. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Imaginez, je reprends mon moteur. Avec son arbre. D'accord? Si je mets un accouplement, d'accord, et qui vient tenir l'arbre ici, d'accord? Ça, c'est le récepteur. Mais que le récepteur n'est pas guidé par rapport au bâti. Vous savez, le fameux bâti qui a un défaut, là. Il est comme ça. Si ici, la pivot n'existe pas, d'accord? Vous êtes d'accord que H, l'hyperstatisme, est égal à 0. Ça veut dire que mon arbre, ici, fait ce qu'il veut, l'arbre récepteur, et du coup, bah, tout peut avoir des défauts. Et ça va quand même fonctionner. D'accord? Imaginez, je ne sais pas moi, que mon accouplement, je vais faire un autre dessin, il accepte un arbre comme ça, et puis qu'il mette l'autre comme ça, parce que mon accouplement a des défauts, eh ben c'est pas grave, je m'en fous, parce qu'en fait, je suis isostatique. Tant que je suis isostatique, bah, tout va toujours bien fonctionner. Ça va pouvoir fonctionner. Et du coup, bah, je n'ai pas besoin que mon accouplement puisse se déformer. Et je n'ai pas besoin qu'il ait une certaine rigidité. Ou au contraire, il faut qu'il soit rigide infini. D'accord? Et l'autre manière d'illustrer ça, c'est de prendre le problème à l'envers et de se dire, j'ai toujours mon bâti avec son défaut. D'accord? Je mets toujours le moteur. Je mets toujours le récepteur fixé. Ils ont toujours leurs arbres. Et je sais qu'il va y avoir un défaut. D'accord? Si je mets un accouplement rigide, eh ben, je vais être hyperstatique d'ordre 5, avec tout ce qu'on a essayé d'expliquer. Donc l'autre solution ici, c'est de faire quoi? Ben, c'est de mettre un accouplement non rigide. Genre un joint de cardan, par exemple. Tout à fait, monsieur Choureau. Ici, si je mets un joint de cardan, ou d'autres joints que je vais vous montrer après, ben on s'en fout, parce qu'en fait, on rend le système isostatique. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec l'hyperstatisme, oui et non, parce que si on n'était pas hyperstatique, eh ben on fait ce qu'on veut. Mais vu qu'on est hyperstatique, eh ben il faut faire attention. Est-ce que j'ai été pas trop mauvais, monsieur De Vienne? Super. Très bien. Donc, si je reprends le PowerPoint, on a parlé des accouplements complètement rigides. D'accord? Maintenant, eh ben, on peut passer aux accouplements dits mobiles. Donc, c'est quoi les accouplements mobiles? Ce sont des accouplements qui ont des mobilités internes, ça tombe bien avec la transition qu'on a expliquée juste avant, qui autorisent des déplacements par absence complète de raideur.
Les désalignements peuvent être importants sans engendrer d'efforts parasites sur les arbres des machines reliées. Par contre, aucun amortissement torsionnel. C'est-à-dire que s'il y a des vibrations sur l'arbre d'entrée, elles vont sur l'arbre de sortie. D'accord? Les couples transmis peuvent être élevés. L'exemple le plus courant, c'est le joint de Oldham. Vous en avez ici une photo et une animation. Donc, vous voyez, il y en a de toutes les tailles. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un plateau sur l'arbre moteur avec une languette, plutôt une rainure, une languette. Un plateau sur l'arbre récepteur avec une languette qui sera perpendiculaire. Et entre les deux, ce qu'on va appeler une noix qui a deux rainures. Comme ça, si vous regardez l'animation, la noix peut glisser dans les rainures pour transmettre le mouvement entre deux arbres qui ne sont pas alignés. D'accord? Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, les joints justement dits type cardan. Donc le fabricant le plus connu, c'est il appelle ça un joint universel latéral en anglais, donc unilat. Je vous ai mis ici quelques caractéristiques. D'accord? C'est en anglais, bon, vous voyez la masse. C'est pas très lourd. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les références de couplage, voilà, et le fait que du coup, vous avez des explications en bas. On peut en mettre un seul qui autorise jusqu'à 10 degrés de défaut angulaire, ou jusqu'à 1 degré, 1 millimètre de défaut radial. D'accord? Par contre, on vous dit de ne jamais les mettre comme ça, c'est la catastrophe. OK? Autre possibilité, ce sont les joints à denture bombée. Donc ça, c'est quoi l'idée? Vous avez un manchon avec des dentures à l'intérieur, comme une couronne, et vous avez deux, on va dire, bouts d'arbre avec des dentures bombées en forme de tonneau. Donc, qu'est-ce qui se passe? La pièce mâle peut rotuler en linéaire, en sphérique à doigt, dans le manchon intermédiaire. Vous avez ici une photo en coupe. OK? Ça, on peut en trouver en matériau polymère pour les faibles couples, et vous pouvez aussi en trouver en acier pour les couples plus importants. Oui, tout à fait, M. Choureau. Il y a des dentures dans la pièce femelle. On les voit ici un petit peu là, dans la pièce en plastique. Et vous les voyez ici dans la vue en couple. Oui, monsieur Michel, un joint de Oldham accepte un défaut axial. Si je reviens au transparent d'avant, ici, clairement, la simulation, l'illustration en GIF, c'est un défaut radial. Axial. Ah, axial, pardon. Oui, ils peuvent être décalés un petit peu, il ne faut pas trop, parce que la noix... Après, pourquoi est-ce que c'est moins important, les défauts axiaux? C'est que si vous regardez les manchons, ici, il y a des vis de pression en plus de la clavette. Ça veut dire qu'on peut régler en position sur l'arbre le manchon, le plateau, pour qu'il n'y ait pas de jeu axial à la fin. D'accord? Mais malgré tout, oui, ça en accepte un petit, tout à fait. J'attends que M. Mouly ait fini d'écrire. Ah si, M. Mouly, justement, sur un joint de Oldham, on peut rattraper un jeu radial. Et c'est même fait pour. Entre guillemets, si vous regardez ici, je remets la vidéo, il y a un jeu, alors le jeu, j'aime pas trop le mot, mais il y a un décalage radial entre le manchon 1 de ce côté et le manchon 2 de ce côté. D'accord? Ça veut dire que si je regarde ici, vous voyez bien ma figure, il y a un delta entre les deux. Ça accepte même plus les jeux radiaux que les désalignements coniques.
Est-ce que j'ai répondu à votre question, M. Mouni? Ben, dites-moi ce que vous voulez savoir alors. Ou reposez votre question d'une autre manière. Je veux bien essayer d'y répondre, mais il faudrait que je comprenne. C'est quoi que vous appelez rattraper un jeu? C'est ça la question en fait. On peut avoir, et c'est même fait pour, je vous dis, un décalage, un delta ici, hein, entre l'axe de l'arbre 2 et l'axe de l'arbre 1. Donc ça veut dire que vos deux arbres peuvent être désalignés. D'accord? Donc si je refais un schéma, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici l'arbre 1, ici l'arbre 2. Ah, donc il peut y avoir un angle, c'est pas un décalage, un jeu radial, c'est un décalage ou un désalignement conique. Ok, je vais répondre à votre question. Donc là, clairement ici, ben, on a compris que vous pouvez y avoir un delta Y ou radial. Ok. Et de la même manière, oui, vous pouvez avoir, d'une certaine façon, ici, entre les deux, un désalignement conique. Votre noix entre les deux, ici, va arriver à corriger avec sa réunion là. Ok. Après, vous voyez bien le problème tout de suite, c'est que si c'est important, ici, on va avoir une distance énorme et la noix, voilà, l'angle doit être faible. On est d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec M. Manin. L'angle doit être faible. Mais alpha possible. Mais c'est vrai que c'est surtout pour delta Y, delta radial. OK? Je continue. Voilà. Donc ici, on en était à Oldham. Ça, on a vu vite fait. Et le dernier, alors qui n'est pas des moindres, hein, parce qu'il est relativement simple, c'est le joint à chaîne. Donc le joint à chaîne, c'est quoi? Ben, vous avez un manchon sur un arbre moteur, un manchon sur un arbre récepteur, un pignon sur chaque manchon, et vous mettez une chaîne double entre les deux. Et comme ça, vous entraînez via la chaîne, et vous avez des possibilités de défauts radio et coniques. Alors oui et non, monsieur Choureau, ça dépend. Sinon que c'est plutôt en grosse cavalerie. Et que les défauts doivent rester faibles. Mais vous en trouvez. D'accord? Et puis l'autre petit inconvénient, c'est que si vous voulez que, on va dire, ce soit protégé, ben, il faut y mettre une coque autour, parce que d'un point de vue sécurité pour l'utilisateur, c'est pas terrible. D'accord? Mais sinon, ça se trouve dans le commerce. Ça se trouve dans le commerce. Et j'ai déjà vu des machines qui en ont. Oui, oui, si elle casse, oui. Ou si elle se démonte, si elle s'use, oui, tout à fait. Ouais, si vous le dites, monsieur Michel, je sais pas. Enfin, c'est possible. Mais j'en ai déjà vu. Mais en fait, monsieur De Vienne, alors je vais refaire un schéma, mais c'est que y a du. C'est le jeu qui autorise l'angle. Pourquoi? Alors, je vais essayer de faire un schéma.
D'accord? Donc ici, vous avez le manchon avec son pignon. D'accord? Et ici, vous avez le deuxième. Alors déjà, ils ne se touchent pas exactement, hein, si vous voulez qu'il y ait du défaut entre les deux. OK? D'accord? Et si je dessine la chaîne entre les deux, comment elle est la chaîne? Ben, elle est ici. Il y en a un morceau ici. Et il y en a un morceau ici. Alors déjà, vous mettez du jeu partout. Et si je regarde vue de dessus, vous avez ici un maillon cylindrique. Et vous avez ici l'autre maillon cylindrique. D'accord? Et mon pignon numéro 1, ben, il a un peu de jeu. Et mon pignon numéro 2, il a un peu de jeu aussi. Donc ça veut dire qu'ils peuvent se bouger comme ça, ils peuvent un peu tourner comme ça, ou se bouger comme ça, et un peu tourner comme ça. Si vous prenez votre chaîne de vélo sur votre vélo, bon, le pignon est très fin, on est d'accord? Mais elle peut bouger un peu dans tous les sens. Ah oui, clairement, faible angle aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On ne va pas mettre 20 degrés. Mais attention, hein, je vous rappelle que là, depuis le début, je suis, et je l'ai fait exprès, dans les arbres qui sont censés être coaxiaux. Hein. Donc à partir du moment où c'est censé être coaxial, ben, c'est censé être aligné au départ. Et je mets juste en place des systèmes pour combler les défauts liés à l'hyperstatisme et aux défauts de fabrication, justement. D'accord? Et le dernier, si mes souvenirs sont bons là-dedans, c'est ce qu'on appelle les accouplements dits flexibles. Ça veut dire que ça ressemble un petit peu à l'accouplement à chaîne, mais on met des éléments déformables type ressort, à lame ou de torsion, pour transmettre progressivement les fluctuations de couple. Ces ressorts présentent une raideur qui provoque dans certains cas des efforts parasites sur les liaisons. Bon, ben c'est comme toujours, hein. Quand ça se déforme, ça marche. Mais si vous regardez ici, eh ben, le ressort, il est capable de se déformer dans toutes les directions pour que vos manchons puissent se translater l'un l'autre. Donc là, clairement, vous avez un défaut conique. Là, vous avez un défaut axial. Et là, ils ont essayé de faire un espèce de défaut radial. Donc ça, c'est un petit peu la Rolls de l'accouplement, c'est pas donné. OK? Donc on va attaquer la dernière partie. Non, la partie suivante, pardon. Pourquoi je dis la dernière? Je ne sais pas. On a vu tout ce qui était accouplement pour arbres coaxiaux dits rigides. Maintenant, on va passer aux accouplements pour les arbres coaxiaux dits élastiques. C'est ceux dont j'ai parlé tout à l'heure dans le cours. Pardon. Donc, je vous ai mis ici une photo. Hein. En gros, c'est vous mettez deux éléments qui se fixent sur les arbres et entre les deux, vous mettez un élément en élastomère. Caoutchouc, néoprène, éthylène, propylène, ce que vous voulez, déformable et qui autorise des mobilités. D'accord? Donc là, clairement, vous allez pouvoir mettre des défauts plus importants. Et vous allez avoir un effet, on va dire, bénéfique d'amortissement des vibrations. D'accord? Par contre, vous avez ce qu'on appelle un cycle d'hystérésis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous allez tordre dans un sens de rotation, vous allez être sur cette courbe. Et quand vous allez tordre dans l'autre sens de rotation, si vous faites des allers-retours, vous allez tordre avec quelque chose en hystérésis. Et donc, ça veut dire quoi? Que quand vous êtes à couple zéro entre l'aller et le retour,
ben, vous avez mis 10 degrés d'angle dans la vue. Donc, il faut faire attention. Un accouplement élastique, par exemple, ne convient pas pour motoriser une vis à billet. Parce que quand vous allez aller en marche avant puis en marche arrière, ben, vous allez perdre 10 degrés, ce qui est énorme pour un positionnement. Par conséquent, ben, il faut savoir que ça a les inconvénients de ses avantages, entre guillemets. D'accord? Malgré tout, hein, je voulais vous en montrer quelques-uns. Un que vous connaissez sans doute plus ou moins tous, ben, c'est sur les 4x4. Pour que les ponts aient de la mobilité, etc., ben, on met des accouplements élastiques entre les transmissions et le pont, même sur un véhicule à propulsion. Ici, c'était pour vous montrer un accouplement élastique entre un gros moteur et un gros réducteur. Vous voyez la taille par rapport aux vis, on n'est pas dans l'accouplement de petite dimension. Et ici, pour vous montrer ben, qu'on peut, dans certains cas, pour avoir une sortie perpendiculaire avec deux boîtiers à renvoi d'angle, eh bien, on a mis ici des accouplements élastiques, comme on a montré, et ici, on vous a mis des accouplements avec un élément plastique intermédiaire pour accepter des défauts. D'accord? Alors, pour terminer, les accouplements non alignés. Ça veut dire que là, vous savez d'office que vos arbres ne seront pas coaxiaux. D'accord? Application très courante, tous les systèmes pour transmettre la puissance aux roues directrices d'un véhicule. Très bien, M. Buisson, si ça vous parle. Donc là, clairement, ben, comment est fait ce qu'on appelle un joint de cardan simple? Ben, vous avez une première mâchoire, ou fourchette, pardon, je ne monte pas sur le bon écran, une deuxième mâchoire ou fourchette, et entre les deux, vous mettez un croisillon qui est composé, on va dire, de deux liaisons pivots à 90 degrés. Et quand vous assemblez le tout, ben, vous obtenez un joint de cardan. D'accord? Je vous ai mis les liaisons ici. Hein. Liaison entre la fourchette 1 et le bâti pivot, entre la fourchette 2 et le bâti pivot, entre la fourchette 1 et le croisillon 3, pivot glissant, et ici aussi, pivot glissant. D'accord? Jusque-là, tout va bien. C'est le truc génial. On en voit beaucoup. Par contre, ça a quand même un gros inconvénient. C'est que ça a un problème en termes de transmission de la vitesse. D'accord? Donc, quel est le problème? Alors, j'ai commencé par la partie que vous n'aimez pas, qui est le calcul, mais vous voyez, il n'est pas long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux trouver la loi d'entrée-sortie, c'est-à-dire la relation entre mon angle à la sortie θ2 et mon angle à l'entrée θ1. On refera un TP là-dessus, non, démontage. D'accord? Pour trouver la relation entre θ2 et θ1, qu'on appelle la loi d'entrée-sortie, il faut toujours traduire quelque chose d'invariable dans le système. Ici, on va traduire la perpendicularité des axes du croisillon. Ça veut dire que quelle que soit la position du système, mon axe Z1 qui appartient au croisillon est perpendiculaire à mon axe X2 qui lui appartient aussi au croisillon. Donc en gros, je vais faire Z1 scalaire X2 égale à 0. Mais pour y arriver proprement, il faut que je ramène ça dans le même repère et j'ai choisi R0. Donc je projette Z1 dans R0. D'accord? Je projette X2 à moitié dans R0 parce qu'en fait, il se ramène sur U. Et je projette U dans R0. En combinant les deux, j'obtiens X2 dans R0. J'ai Z1 dans R0. Je fais le produit scalaire. Et j'obtiens ainsi ma formule qui me relie θ1, θ2 et alpha. Donc, de manière très simple,
j'obtiens la formule classique cos alpha tangente θ1 égale tangente θ2. Ou, tourné autrement, θ2 égale arc tangente de cos alpha tangente θ1. D'accord? Si on veut que en permanence θ1 soit égal à θ2, eh bien, il faudrait que je fasse θ2 égale arc tangente de tangente θ1. Du coup, il faut que cos alpha soit égal à 1 et que alpha soit égal à 0. Ça veut dire que pour avoir le même angle en entrée et en sortie, eh bien, il faut absolument que alpha soit égal à 0. C'est-à-dire que le système ne soit pas braqué, que les arbres soient alignés. Et on perd une bonne partie, ça perd une bonne partie de son intérêt. Comment je le traduis autrement? Je peux calculer l'écart angulaire entre l'entrée et la sortie. Donc, je fais θ2 moins θ1 et j'obtiens arc tangente de cos alpha tangente θ1 moins θ1. D'accord? Ça se traduit aussi en vitesse, parce que si vous n'avez pas le même angle en entrée et en sortie, eh bien, vous n'aurez pas la même vitesse en entrée et en sortie. Donc, je reprends ma formule cos alpha tangente θ1 égale tangente θ2, je dérive par rapport au tien et j'obtiens mon rapport de vitesse. D'accord? Je vais y répondre après, M. Busson, mais bien sûr que ça améliore, sinon on ne les aurait pas inventés. Remarque qui vous perturbe très souvent. Alors, ça n'a pas l'air de vous avoir perturbé ce coup-ci parce que vous n'avez rien dit, mais d'accord? Je suis en train de vous dire que vous avez un arbre 1, un arbre 2, je ne vais pas le mettre aligné, et on est en train de mettre entre les deux un système. En fait, c'est un cardan sphérique qui me les relie. D'accord? Ici, j'appelle ça θ1. Et ici, j'appelle ça θ2. Et je suis en train de vous démontrer, et ça ne vous a pas choqué, que θ1 est différent de θ2. D'accord? Pourtant, un tour sur arbre 1 m'entraîne bien un tour sur arbre 2. On est d'accord? Donc, comment ça se fait qu'un tour donne un tour et que θ1 est différent de θ2? Comment est-ce que c'est possible? Ben en fait, sur un tour, qu'est-ce qui va se passer? θ2 en retard par rapport à θ1, puis θ2 en avance par rapport à θ1. D'accord? Donc ça se traduit comment? Si vous faites un graphe θ2 en fonction de θ1, si mon système est parfait, quand j'ai fait un tour ici, j'ai fait un tour ici, enfin, tout le temps d'ailleurs, ça c'est même pas parfait, et entre les deux, j'ai une droite. Ça, c'est lorsque mon système n'est pas braqué. Alpha égale à 0 degré. Oui, monsieur Choureau, tout à fait, on va vibrer en rotation. C'est exactement ça. Alors, ce n'est pas tout à fait un élastique, monsieur Père Ninja, mais pas loin. Et donc, si je braque ici, eh ben, vous allez avoir... Donc là, on a 180 degrés. Vous allez voir, ici, on a 90, 270.
Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mon angle θ2 va être en retard, puis en avance, puis en retard, puis en avance. D'accord? Et si dans un deuxième graphique, ici, je trace les vitesses en fonction du temps, ça n'a rien à voir avec les efforts, monsieur Busson, c'est cinématique. Je vous le garantis. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ma vitesse d'entrée va être constante. D'accord? Et du coup, ma vitesse de sortie va osciller. Tantôt, je vais tourner plus vite, moins vite, plus vite. Bon, c'est pas très beau. On va essayer de faire un peu mieux. Donc, on tourne plus vite, moins vite, plus vite, moins vite. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez mettre en vibration, c'est exactement ça, l'arbre de sortie. Alors, pour répondre à Monsieur Michel, ça dépend de la fréquence et ça dépend du delta là. D'accord? Parce que clairement, ici, vous allez voir, j'ai fait des calculs après. Ici, il y a le delta θ. D'accord? Ou ici, il y a le delta θ point. Mais je peux vous dire que ça peut vraiment se ressentir. Oui, ça peut faire pas mal de bruit, monsieur Choureau. Mais je répète que ça dépend aussi de alpha. Hein. D'accord? Donc, une fois qu'on a compris le principe, si je reviens sur mon cours, je vous ai tracé ici sur Excel les écarts angulaires. D'accord? Donc, regardez, à l'image, on a 10 degrés d'écart. À de braquage, on a 5 degrés de défaut angulaire. Vous m'entendez plus? Ça revient? Est-ce que ça vous paraît mieux? Ou est-ce que je me déconnecte un coup et que je me reconnecte? Bon, ok. Il y avait de la friture sur la ligne. Oui, monsieur Busson. Plus vous voulez braquer avec un angle élevé et moins vous avez intérêt à tourner vite. Ça, c'est évident. Donc ici, à côté, je vous ai mis les rapports de vitesse. Et vous voyez, à 10 degrés, le bleu ciel, on a un rapport très très proche de 1. On se rend compte de rien. Par contre, si vous braquez ne serait-ce qu'à 40 degrés, sans parler du 50, vous tombez à 0,75 fois la vitesse et vous montez à 1,3 fois la vitesse. Petite remarque, vous avez vu que ce n'est pas symétrique. Donc ça veut dire quoi? Si vous avez tous conduit une 2 chevaux, alors vous êtes trop jeune pour ça sans doute, mais la transmission en roue, c'était des joints de cardan simples. Quand vous démarriez en première braquée à fond, la 2 chevaux, elle avançait par à-coups, à cause de ça. Pour M. Busson ou les gens comme moi qui ont fait un peu d'agriculture,
quand vous prenez une prise de force avec un cardan pour entraîner une machine, dès que vous cassez trop l'angle entre le tracteur et la machine se met à vibrer. C'est à cause de ce phénomène-là. Ça veut dire qu'un joint de cardan simple, il ne faut pas trop le faire braquer. D'accord? Donc là, je vous ai marqué le rapport de fluctuation de la vitesse pour s'en souvenir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour pallier ça? Parce que mine de rien, braquer, c'est important. D'accord? Eh bien, il y en a qui ont une idée. J'attends que monsieur Michel est... Non, il a fini. Voilà, il est en train d'écrire samedi. Ok. Donc, pas de souci, monsieur Michel. On peut mettre deux joints de cardan l'un après l'autre. Alors, c'est quoi l'intérêt? Il faut savoir les mettre intelligemment. Ça veut dire quoi? Si je reprends un nouveau graphique avec joint double, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, je refais une courbe, θ 1, et ici les θ, 2 et 3. Alors, c'est quoi que j'appelle θ2 et θ3? Ben, vous avez le moteur avec θ 1, le récepteur avec θ 3, et donc si vous mettez deux joints de cardan, vous allez avoir au milieu la vitesse intermédiaire θ2, qui est la sortie du joint 1. J'ai fait une bêtise, pardon. En fait, il n'y a pas besoin de deux couleurs. Voilà. Sortie du joint 1 et entrée du joint 2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, je trace θ2. Donc, θ2, on a dit retard, avance, retard. On va faire ça un peu mieux quand même. Et d'abord tracer la droite. Voilà. Et donc, θ2, retard, avance, retard, avance. D'accord? Si vous en mettez un deuxième qui se comporte exactement de la même manière et qu'on n'est pas malin, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le deuxième, il va être en retard par rapport au premier. Donc, à la fin, je vais avoir encore plus de retard, encore plus d'avance, encore plus de retard, encore plus d'avance. Ce qui n'est pas terrible. D'accord? Oui, les à-coups de θ3 sont doublés. D'accord? Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire pour être malin? N'oubliez pas que, voilà, c'est exactement ça. On va tenter de les annuler. C'est-à-dire qu'on va les déphaser. Pourquoi? Eh bien, quand il y en a un qui va être en retard, l'autre va être en avance. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, que je vais me débrouiller à ce que l'autre soit comme ça. D'accord? Du coup, la somme de θ2 et θ3, ça va être quoi? Mais ça va être quelque chose de nickel. Donc, voilà, il faut déphaser
cardan 2 par rapport à cardan 1 de 90 degrés. On le voit ici, hein. C'est tous les 90 degrés. D'accord? Ah, il est beau, hein, le stylo, monsieur Chaud, vous avez vu? Donc, comment ça se traduit technologiquement? Si vous regardez ici, eh ben, regardez bien tous les cardans que je vous ai montrés. Si ici, je vais prendre celui-là, d'accord? Si ça, c'est le cardan 1, d'accord? Vous regardez la fourchette d'entrée, l'axe est vertical, d'accord? Et si vous prenez ici le cardan 2, la fourchette d'entrée, l'axe est horizontal. Donc en fait, si vous comparez le cardan 1 et le cardan 2, ce sont exactement les mêmes, mais déphasés de 90 degrés. D'accord? C'est ce que j'ai marqué là, rendu homocinétique, car les deux joints de cardan simples sont déphasés de 90 degrés, et il faut en plus, c'est un autre problème, que les angles alpha soient identiques. Alors, il y a deux manières, enfin, deux choses, hein. Quand je dis identique, c'est au signe près. Parce que si vous vous souvenez dans la formule, c'est cosinus alpha. Et donc, le cosinus d'un angle et de son opposé sont les mêmes. Donc, le cardan peut être monté comme ici. Vous voyez, on vous dit que la vitesse de l'arbre intermédiaire n'est pas la même, mais qu'à la sortie, on a la même chose. Ou comme ceci. D'accord? Donc là, on a un schéma où on a deux cardans simples éloignés. Et quand on achète un joint de cardan double, eh ben vous l'achetez compact comme ça, ou même, pour les gros modèles, compact comme celui-ci. D'accord? L'inconvénient, c'est que il faut derrière imposer alpha 1 égale alpha 2. Donc, pour répondre un tout petit peu à M. Busson par rapport à sa question de tout à l'heure, les joints grand angle sont un système, le joint grand angle, à double joint de cardan, mais ici au milieu, c'est gros, parce que vous avez à l'intérieur un système qui vous permet d'avoir et qui vous impose d'avoir alpha 1 égale alpha 2 pour que ce soit homocinétique. Et du coup, vous pouvez braquer de manière beaucoup plus importante. D'accord? Pourquoi est-ce que les systèmes cardan grand angle, je vous en montrerai en TP, hein, ne sont pas utilisés en automobile notamment? Ben, c'est qu'ils sont volumineux. Et s'ils ne sont pas volumineux, vous ne pouvez pas braquer. Donc c'est con d'acheter une voiture qui ne peut pas braquer. Donc pour terminer le cours et faire la dernière transition et répondre à cette problématique, on a inventé pour l'automobile notamment deux types de joints autres. D'accord? Le joint tripode. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait Renaud, M. Busson? Oui, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas mettre d'argent dans les joints. Et puis Renault, chaque jour un bruit nouveau, donc il n'y a pas de problème. Bref. Bon, trêve de plaisanterie sur Renault, on en parlera en TP joint de cardan. Il y a un TP joint de cardan, donc ça sera avec plaisir qu'on en parlera. Bah, demandez-lui combien de temps a passé son premier espace au garage depuis qu'il l'a. Et puis on rigolera avec M. Polia. Bref, c'est un détail. Donc, pour finir, et vous laisser aller déjeuner tranquillement, le joint tripode, donc si vous regardez le principe, c'est quoi? Ben, en fait, c'est donc un joint qui porte trois sphères, alors pas complètes, hein,
mais 3 sphères à 120 degrés. Et ces sphères sont capables de naviguer dans ce qu'on appelle une tulipe avec 3 chemins cylindriques. D'accord? Si vous mettez 3 sphères dans 3 chemins cylindriques, vous transmettez le couple quoi qu'il arrive, et vous êtes capable de vous translater et de rotuler dans les 2 autres directions. D'accord? Alors, bien évidemment, alors c'est même le joint d'en dessous, monsieur Michel. Je vais y revenir juste après. C'est homocinétique, d'accord? Mais il reste un petit souci, c'est l'angle de braquage qui n'est pas exceptionnel. D'accord? Donc, pour rendre l'angle encore plus exceptionnel, en fait, on a diminué la taille des sphères et on les fait rouler sur des chemins non plus cylindriques, mais toriques. Et on obtient le joint RZEPA. Ce joint-là équipe quasiment toutes les voitures d'aujourd'hui, clairement. D'accord? Petite remarque de concepteur, juste avant de vous laisser partir. Pensez bien que depuis le début, on a dit qu'on avait besoin de transmettre un couple pour transmettre la puissance. D'accord? Sur tous ces joints-là, la vitesse est un peu problématique là, par rapport au fait que c'est homocinétique ou pas, mais ce n'est pas la grosse problématique. On arrive à corriger, etc. Par contre, le couple, ici, sur le joint RZEPA, on va dire que le couple se transmet via une force de contact entre les billes et la partie verte, et les billes de l'autre côté et la partie rouge. Mais les surfaces de contact sont faibles. Qui dit faible surface de contact égale grosse pression de contact. Ou, dit autrement, couple transmis faible. C'est pour ça que quand le véhicule il est plus gros, qu'il y a plus de couple, on prend du tripode, où la surface de contact est un peu plus importante. Et sur tout ce qui est poids lourd, agricole, fort couple, voire 4x4, eh bien on est obligé de rester au double joint de cardan, parce que là, la surface de contact est beaucoup plus importante, c'est des cylindres, et donc on peut transmettre des couples énormes. D'accord? Donc, en gros, on peut retenir moins d'agilité, mais gros couple, pour celui-là. D'accord? Agilité moyenne et couple moyen pour le tripode, et agilité importante, mais couple entre guillemets faible, pour le RZEPA. Donc on est toujours dans le compromis, je braque beaucoup et je transmets beaucoup de couples. Voilà, écoutez, ben on se retrouve pour les 2 groupes, je crois, vendredi, pour un premier TD dans la joie et la bonne humeur, à 8h du matin. Cool. Voilà, je vous dis donc bonne fin de journée. J'en revois, ben si, je vous revois cet après-midi. Pour un petit peu d'hydraulique, que ça coule bien, après le repas. Le schéma... Non, monsieur Conchonnet, jeudi après-midi, il y a monsieur Caillot qui viendra vous voir. Monsieur David, oui, on retrouve ça dans beaucoup de machines agricoles, etc. partout. Juste, c'était mon dernier schéma à la main, vous vouliez? Je ne sais plus qui m'a demandé ça. Monsieur Boisserie. Donc je peux le faire sans souci. Je fais juste ça et vous devez avoir mon dernier schéma. C'est ça, monsieur Boisserie? Et bien voilà. Bon appétit, à tout à l'heure.